Seconde partie donc sur le livre du comte Cata. Donc en fait à ce moment-là, on va passer donc au conseil municipal de Nantes. Donc Antoine Cata, qui était substitut du procureur à Nantes après avoir été à Bastia, donc a démissionné de son poste avec bon nombre de magistrats. Donc il se retrouve avocat. Donc il savait pas trop ce qu'il allait faire. Donc là on est toujours dans la seconde partie du 19e siècle. Donc le voilà élu au conseil municipal de Nantes. Donc on va avoir toute cette partie, après qu'il se soit marié avec une dame de Anneaux, ça c'est page 95, une famille dont parle Hervé Bazin, dont dans Vipère au Point, oui, Hervé Bazin est pas très très loin, en fait, il est tout près de la famille, je sais plus trop de quel côté, mais il n'a pas trop adhéré, je crois qu'on le voit bien dans Vipère au Point, aux techniques, aux méthodes d'éducation de cette époque-là qui étaient assez sévères, et ce qu'il raconte dans Vipère au Point apparemment est vrai. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'est que celui qui a écrit le livre du comte Cata, c'est Tony Cata. Et donc Hervé Bazin, il était à un moment, il était recueilli dans l'étude de Tony, qui était avocat. Et donc, du soir au matin, ou plutôt du matin jusqu'au soir, il écrivait folcoche sur les feuilles à longueur de journée. Et puis, il se tapait aussi la tête contre les murs dans l'étude de mon arrière-grand-père. Et il y a un roman de Hervé Bazin qui s'appelle La tête contre les murs. Le hasard, sûrement. Voilà. Donc après ce petit aparté, on va revenir un peu sur le livre, mais j'étais certain que René, ou plutôt Hervé Bazin, ça vous intéresserait, parce que c'était quand même un personnage haut en couleur. D'ailleurs, avec une petite phrase de Pierre Desproges, Hervé Bazin ne fait pas exprès de se coiffer ainsi, c'est son coiffeur qui trouve ça joli. Voilà, bon voilà, c'est tout. On revient donc au livre, avec un peu d'humour, ça fait pas de mal. Donc on est page 101, donc, où il y a une lettre d'Antoine à un adversaire politique d'un autre parti, qui vous montre que être adversaire politique c'est bien, mais ça n'empêche pas de considérer, même si on n'est pas pote, fondamentalement. Donc page 101, je vous mets. Donc ça c'est la lettre d'Antoine. Mon cher confrère et nouveau collègue, je vous remercie bien sincèrement de la manière avec laquelle vous me souhaitez la bienvenue au sein du conseil municipal. Je ne suis nullement surpris d'une courtoisie dont la bonté de nos rapports était antérieure le gage. La politique peut permettre, dans des chemins opposés, deux hommes de cœur. Mais deux choses peuvent les rapprocher. Le dévouement aux intérêts communs qu'ils représentent et la loyauté de leurs intentions. Donc là, vous voyez, vous comprenez un petit peu que adversaire politique ne signifie pas inimitié forcément. Ensuite, on va arriver à un moment important donc, de ce livre, donc, dans la vie d'Antoine, c'est les écoles libres. Donc là, on est en 1884-1885. C'est les lois de Jules Ferry. Et on en parle, page 105. Petite lecture. Cette époque fut en effet celle de la laïcisation des écoles communales. Dès ce moment, M. Cata se fit le correspondant à un Loire-Inférieure de cette Société Générale d'Éducation et d'Enseignement. Oui, la Loire-Inférieure, c'est la Loire-Atlantique d'aujourd'hui, le 44. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a une lecture, page 105, que je viens de vous faire. Et puis ensuite, plus loin dans le livre, il y a une description du titre de compte apostolique, en fait, c'est-à-dire compte romain, ce qui est la même chose, ou compte pontifical, vous pouvez dire les trois. Donc une description du titre, c'est-à-dire le bref de Léon XIII en février 1885. Ça c'est page 108, une lettre écrite en latin qui est complètement, intégralement traduite en français. Ça c'est une curiosité, mais c'est pas mal, c'est un document historique intéressant aussi. Ensuite, on va aller page 112. Alors là vous allez voir carrément les JMJ de l'époque. Donc là c'est les congrès des catholiques de l'Ouest en fait. Donc une réunion de catholiques, et on va voir en quoi ça consiste. J'ai sélectionné un petit passage, pas trop long, page 112. Il faut lutter avec les armes de son temps. Tac tac tac, page 113. Nous n'avons ni le choix des armes, ni le choix des sacrifices qui conviendraient le mieux à nos goûts, à notre tempérament, à notre passé. De notre temps, les champs de bataille sont moins à la frontière qu'à l'intérieur, et il faut se battre tous les jours. Non à coup de fusil ou de canon, Dieu merci, mais avec le vote, avec la parole, avec la plume.
Dans la mêlée quotidienne dont nos convictions, nos croyances, nos traditions et l'avenir de nos enfants sont l'enjeu, il faut que chacun de nous donne, qu'il se défende et qu'il frappe s'il ne veut périr et voir les siens périr autour de lui. Voilà, c'est là l'origine et la cause en particulier des congrès catholiques, dans ces grandes assemblées qui sont comme les assises d'une province ou d'une région. Les catholiques se rapprochent, se voient, échangent leurs projets, leurs espérances, font en quelque sorte le bilan de leurs bonnes œuvres. Mettant en commun leur tristesse, et après quelques jours passés dans la douce familiarité de la fraternité chrétienne, rentrent chez eux l'esprit plus élevé, le cœur plus haut, la foi plus éclairée et plus fervente. Bon, voilà un petit peu les JMJ de l'époque, les journées catholiques dans l'Ouest. Ensuite, on va aller page 117 pour la démocratie et le christianisme, où l'Église va protéger les faibles et les opprimés, tout simplement. On est page 117. On parle de démocratie. Le christianisme seul a donné l'exemple d'une démocratie qui ait été autre chose qu'une utopie ou un mensonge. Mais cette démocratie reste dominée par les règles de la hiérarchie et de l'auguste notoriété. On va aller un peu plus loin. Le christianisme a pour fondement l'amour, allant jusqu'à l'immolation de soi-même, tandis que la démocratie, celle du moins à laquelle nous faisons allusion, a pour principe l'égoïsme, procédant de l'exaltation de l'individu pour engendrer l'envie et la haine de tout ce qui le domine ou le surpasse. Voilà une petite définition. Vous pouvez voir plus clair. Ensuite, il y a quelques exemples de son mandat de conseiller municipal. Là, c'est pas mal en fait à ce moment-là, parce que notamment il y a un budget il a rendu équilibré en 4 ans, en fait, alors qu'il était vraiment déficitaire. Il explique que nous, on n'a eu qu'un emprunt qui n'était pas énorme et on a presque remis l'ordre dans les comptes au bout de 4 ans. Et donc vous allez voir les conséquences sur les élections. Donc ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est assez savoureux. Disons que vous vous battez pour le peuple pour retrouver des bons comptes. Et voilà comment vous êtes remercié par les électeurs. Ça c'est bon ça. On est page 129 du livre. Voilà. Vos successeurs trouveront une succession parfaitement nette et un budget en équilibre à la fois réel et stable. Après il explique un petit peu pourquoi. Il y a tout un détail, tout est précis. Ces résultats, que tout esprit de bonne foi pouvait apercevoir, ne furent sans doute pas du goût de la majorité des électeurs, puisqu'en 1998, cette majorité ne se retrouva plus en faveur de l'administration conservatrice. Donc là, c'est bon. Et après, donc un peu plus loin, même chose, donc on est page 131. Économie, travaux utiles, bonne administration. Qu'est-ce que cela pour la foule ? La République ne doit-elle pas être le gouvernement de l'abondance et du progrès ? La notion de la prévoyance lui est étrangère, comme celle de la responsabilité. Elle ne voit que les satisfactions immédiates et dépense plus en une soirée, en une fête ou une réception ministérielle que l'Ancien Régime avec ses légendaires abus. Voilà, donc c'est assez marrant ce petit passage. Après, il y a quelque chose d'intéressant où Antoine Cata explique les bons rapports entre sa société de bienfaisance et les ouvriers. Et vous allez voir ce que ça donne. Il semble que c'était vraiment intéressant par rapport au rapport qu'ils avaient ensemble. Vous allez voir. Je suis page 132. Nos adversaires se vantent d'être les seuls à aimer les classes laborieuses, à vouloir l'amélioration de leur situation. Ils s'efforcent, par calcul et par intérêt, de nous présenter à elles comme des ennemis. Rien n'est plus contraire à la vérité. Nous aimons l'ouvrier et volontiers nous mettons notre main dans sa main lorsque cette main est honnête et loyale. Mais nous sommes incapables de le tromper, de lui faire des promesses d'une réalisation impossible. On va plus loin, page 133, c'est la même chose. N'est-il pas vrai d'ailleurs, si l'on va au fond des choses, que tous nous sommes des ouvriers ? Seulement les uns travaillent de leurs mains, les autres avec leur intelligence, si bien que le plus bel éloge qu'on puisse faire d'un homme exerçant une profession libérale est de dire « il est laborieux ». Oui,
Tout le monde est soumis à la loi du travail, mais chacun travaille à sa manière et tous, en travaillant, sont en quelque sorte créateurs, à l'image de Dieu. Ils le sont de ce qu'ils produisent. Ils développent ainsi les forces vives du pays et concourent chacun pour sa part et dans sa sphère à la marche, à l'harmonie de cette chose si merveilleuse en soi qui s'appelle la société humaine. Honneur à tous. Moi, ça m'a fait rire dans ce passage de voir qu'il parle des forces vives. Et les forces vives, ça m'a rappelé Jacques Chirac. Donc là, on est plutôt dans les années 90. Je ne crois pas que ça soit en 2000. C'était vraiment dans les années 90 dont il parlait des forces vives. Après, on va aller tout de suite... donc on voit en fait, on parle de la fraternité chrétienne et les bons rapports finalement dans le travail entre les classes. Et là, je vous fais une petite lecture, page 137 et 138, quand Antoine est président de la Société de secours mutuel, la bienfaisance. Donc là, on est page 137. Répond au principe de la fraternité chrétienne qui régissait jadis les rapports entre les différentes classes sociales. La fraternité chrétienne, c'est là l'idée mère qui a inspiré les fondateurs de notre société. Il faut qu'elle nous guide sans cesse. Je dis nous, car je ne fais ici aucune distinction entre le membre participant et le membre honoraire. On tourne la page, et page 138. Notre société ne réclame de nous aucune immolation, mais elle nous recommande l'amour et l'assistance réciproque. Aimez-vous, aidez-vous. Voilà, des principes qu'on connaît absolument dans la chrétienté, quelque chose d'assez normal, mais là qui sont en fait dans le travail, c'est ça qui est intéressant. Page 138 toujours, donc aux membres honoraires, ils demandent non seulement d'ouvrir leur bourse, mais d'utiliser tous les moyens que les statuts mettent à leur portée pour pratiquer à l'égard des ouvriers une vraie charité. Venez assidûment aux réunions de notre conseil d'administration, si vous en faites partie. Venez à nos assemblées trimestrielles vous asseoir à côté de ces ouvriers auxquels vous auriez horreur de faire des promesses fallacieuses, mais que vous aimez et estimez. Serrez leurs mains dans vos mains. Vous verrez comme leurs mains loyales sauront comprendre le serment des vôtres. Il leur demande encore de s'inscrire sur la liste des visiteurs des malades. Donc voilà. Donc on voit les rapports entre les dirigeants, la classe ouvrière et les cadres en fait. Et c'est vraiment... ça a l'air plutôt intéressant de voir un petit peu cette fraternité à l'intérieur même, entre les classes. C'est ça qui m'est apparu comme, non pas étrange, mais vraiment beau quand je suis tombé sur ces lignes. En est-il le cas aujourd'hui ? Voilà, donc, et la dernière preuve, il reçoit une belle lettre de soutien quand il est malade, en fait, de cette société, montrant toute l'affection qu'il avait créée, certainement des ouvriers et des cadres. Je m'arrête là sur cette partie et je vous retrouve pour la partie 3.